Bonjour Pénélope. Bonjour. Bonjour Victor. Bonjour. Vous avez 16 ans tous les deux, c'est ça? Exactement. Bon, super. Vous allez nous raconter votre histoire et je vous préviens, elle est incroyable. Et gros coup de cœur. Pour vous, on a échangé en amont pour préparer évidemment cet échange et effectivement, on va voir que votre histoire est incroyable à tous les deux. Déjà, présentez-vous. Qui êtes-vous, Victor et Pénélope? Pénélope. Alors du coup je m'appelle Pénélope, donc j'ai 16 ans et je suis actuellement en terminale au lycée Notre-Dame de Bellegarde, donc près de Lyon, à Neuville-sur-Saône. Et donc je fais partie de l'équipe Robo Lyon depuis, voilà, on va en parler. Depuis que je suis en seconde. Ça va être ma 3e année. Et puis voilà, je fais plus précisément partie du pôle CAO, donc conception assistée par ordinateur à Robo Lyon et un petit peu de communication. On va parler de Robo Lyon dans un instant. Victor, juste aujourd'hui, donc plus au lycée, ça y est? Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai fini le lycée. Maintenant, je suis à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en génie mécanique. À 16 ans. J'ai fait mon lycée exactement au même endroit que Pénélope. J'ai fait 3 ans à Robo Lyon entre ma seconde et ma terminale. Donc moi, je me suis plus occupé des parties usinage et mécanique, c'est-à-dire que Pénélope m'a envoyé ses plans en 3D et moi, je devais les usiner à la CNC. Alors justement, on va expliquer ce qu'est Robo Lyon. Donc tous les deux, donc vous étiez au lycée, vous faisiez vos cours et vous êtes membre, je sais pas comment on dit, vous êtes étudiant avec Robo Lyon. Quel est le principe et comment fonctionne Robo Lyon? Donc Robo Lyon, en fait, c'est une association de 25 élèves et d'une dizaine de mentors. Donc on participe dans une compétition qui s'appelle FIRST, donc First Robotic Competition. Donc c'est-à-dire c'est la plus grande compétition internationale pour les jeunes de 14 à 18 ans. Donc c'est-à-dire qu'on reçoit début janvier un cahier des charges extrêmement précis avec les règles du jeu et on a 6 semaines pour construire un robot. Donc un robot qui fait à peu près 1 mètre cube pour une 60aine de kilos, donc ce qui est plutôt conséquent. À l'issue de ces 6 semaines, on doit aller à une compétition. Donc malheureusement, il n'y a pas encore de compétition en France, étant donné qu'on est la seule équipe en France et il n'y a que 16 équipes en Europe. Donc les compétitions sont à l'étranger, le plus souvent aux États-Unis et au Canada. Plutôt sympa. C'est plutôt sympa, Los Angeles, voilà. C'est cool. Donc on allait aux compétitions, c'était des 3 contre 3. Donc le but c'était de marquer des balles dans une sorte de panier, donc dans un hexagone. On gagne des points, on gagne des matchs en fonction où on peut gagner ou non la compétition. Si on gagne cette compétition, on va à la compétition du coup finale internationale, donc le championship à Houston ou à Détroit, donc qui est la compétition ultime entre les 600 meilleures équipes du monde. Donc Pénélope, justement, en continuité de ce que vient de dire Victor, donc le principe, c'est il y a ce concours, vous avez 6 semaines. Comment ça se passe concrètement? Qui fait quoi? Et parmi vous tous, comment vous vous organisez? Et c'est quoi, toi, ta spécialité? Du coup, comme l'a dit Victor, on reçoit un cahier des charges début janvier. Ouais. Et donc, ça nous explique les règles du jeu de l'année, donc qui changent chaque année, et les contraintes que va devoir respecter le robot, quels objectifs il va devoir atteindre. Et donc, à partir du moment où on reçoit le cahier des charges, c'est la course, parce qu'on a 6 semaines pour inventer une technologie. Un robot complet. Ouais. Donc l'inventer, le concevoir en 3D, le prototyper, le tester, voir que ça marche pas, le refaire. Et c'est assez long, on va jusqu'à le programmer et le piloter. On fait tout de A à Z et on va aussi jusqu'à chercher les sponsors pour financer le robot parce que ça coûte quand même de l'argent. Et donc moi je suis principalement spécialisée au pôle CAO, donc conception assistée par ordinateur. Donc comme l'a dit Victor, je vais modéliser en 3D certaines parties qu'on aura imaginées au préalable. On va le prototyper grâce à une CNC qui va nous faire les pièces en bois. On le teste. Si c'est satisfaisant, on va l'envoyer à l'usineur, mais avant que ce soit satisfaisant, il y a un bon nombre de prototypes. Et donc on marche, la méthode Scrum, ça s'appelle, donc on marche par sprint, et donc on travaille un peu tous ensemble, un peu comme une mini-entreprise un peu. Oui. Voilà, comme je l'ai dit, il y a le pôle communication, le pôle mécanique, le pôle programmation. De toute façon, Pénélope, un pôle, une équipe, chercher des financements, se tromper, recommencer, c'est une entreprise. Exactement, voilà. Exactement. Donc on est comme une entreprise, et c'est un peu une aventure pendant 6 semaines qui est très intense parce que ça nous occupe les soirs parce que ce qu'il faut savoir c'est que on est à lycée général, donc on a oui, pas donc vous avez les cours aussi et on a les cours à faire en parallèle, et donc c'est très intense et c'est incroyable comme aventure. C'est une aventure incroyable. Exactement, ça a toutes les définitions d'une aventure, surtout que cette année, en temps de Covid, la compétition de robotique a eu lieu, mais de manière différente, donc on ne pouvait pas le faire en présentiel. Et il y a eu surtout la mise en valeur d'un nouveau prix, donc qui était le prix de l'innovation. Donc ça, c'était un challenge, encore une fois lié avec la FIRST, donc notre compétition, dont l'objectif était de remettre en mouvement des personnes, donc que ce soit des personnes lambda avec le sport ou des personnes en situation de handicap. Donc c'était ça l'objectif sur la dernière compétition, c'est ça? C'est ça, la dernière compétition, c'est celle qu'on a fait, oui, voilà. Exactement. Ok, et quel a été le projet donc développé? Et du coup, comme l'a dit Victor, la problématique, c'était remettre en mouvement des personnes. Donc Victor a immédiatement pensé à son grand-père, parce que le grand-père de Victor a 22 ans de maladie de Parkinson. Okay. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de mal à marcher. Et donc, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, quand il est sur une surface plane, il est incapable de bouger, alors que quand il y a un escalier, par exemple, quand il y a des obstacles, il est carrément capable de monter les escaliers ou de les descendre. Et donc, par exemple, Victor, pour aider son grand-père à marcher, il met son pied devant le pied de son grand-père, et ça crée un obstacle, et ça va
enclencher sa marche. Et donc à partir de là, on a essayé d'imaginer un système qui permettrait au grand-père de Victor et à tous les malades de Parkinson de marcher, mais de façon fluide. Et donc on a créé une ceinture qui projette des lasers au sol, ça crée un stimuli visuel et ça permet au grand-père de Victor d'activer sa marche. Comment vous avez eu cette idée? C'est vraiment ça, c'est ce que vient d'expliquer Pénélope, mais la ceinture, les visuels, comment on se dit Exactement. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait besoin d'un stimuli. Donc avant, je mettais mon pied devant le sien pour le faire marcher et on s'est dit, on a besoin de progresser dans le sens où le jour où il est tout seul, il ne peut pas avoir le pied de quelqu'un en support. Aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que l'objectif de mettre quelque chose au pied, ce serait pas idéal dans le sens où ça apporte de la masse sur un endroit où la personne qui atteint de la maladie de Parkinson a déjà des problèmes pour se déplacer. Du coup, on a décidé de le mettre à la ceinture parce que c'est un endroit qui limite les mouvements par rapport au mouvement du corps. La ceinture bouge assez peu. Et donc nos lasers sont assez stables, ce qui permet d'avoir une précision extrême entre la distance entre notre laser et le pied, ce qui permet aussi une efficacité qui est beaucoup plus importante. Et donc c'était l'objectif du coup de le mettre avec la ceinture. Et sachant qu'on a besoin d'un stimuli visuel, l'objectif de mettre un laser, ça a apparu tout de suite, parce que comme ça a évité d'avoir quelque chose dans ses pieds qui peut aussi être gênant, peut causer une chute, alors qu'un laser, ça n'a pas de matière, enfin on le voit simplement, et ça fonctionne super bien. Et vous avez réussi alors c'était quoi donc le travail sur ces 6 semaines, sur ce projet Du coup là, vu que c'était en période de Covid, on a eu un petit peu plus de temps, mais ce que c'était la compétition, c'est qu'on était environ 1000 équipes dans le monde. Donc combien 1000 équipes? Ouais, 1000 équipes environ. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait des rendez-vous en visio avec des juges américains, notamment des sociétés comme John Deere, Disney, c'était sympa. Et donc on avait des mentorats et puis du coup on expliquait notre prototype et notre solution à ces juges qui jugeaient de notre innovation. Et donc toutes les équipes dans le monde faisaient la même chose que nous. Et donc on a passé les demi-finales et on a gagné la finale et on a remporté donc le Global Innovation Award. Donc on est champion du monde de l'innovation par la FIRST. Est-ce qu'on peut les applaudir, nos deux champions du monde de l'innovation? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc ça vous a apporté quoi, cette aventure avec Robolion? Déjà, je pense que le travail d'équipe, c'est une valeur qu'on a besoin dans notre vie à tous. C'est-à-dire qu'on était une équipe d'une quinzaine d'étudiantes sur ce projet. Et donc, travailler en équipe, c'était vraiment incroyable. Aussi, on a pu en apprendre beaucoup plus sur une maladie que moi, je connaissais, mais qui est assez peu connue du grand public. Pourtant, la maladie de Parkinson, c'est quand même la deuxième maladie neurodégénérative la plus courante après Alzheimer. Et donc vraiment, je pense pouvoir en apprendre plus sur cette maladie, pouvoir aider des gens, je trouve ça vraiment incroyable. Et le travail d'équipe, c'est aussi une valeur qu'on a besoin dans la vie de tous les jours et qu'on représente à Robolion. Et puis, comme je l'ai dit, on est en lycée général, donc on n'a pas vraiment de vision sur le monde de l'entreprise, sur l'ingénierie. Et donc, cette expérience, elle nous permet finalement, il y a beaucoup de gens de Robolion et de notre équipe qui en apprennent beaucoup plus sur ce qu'ils voudront faire plus tard. Et il y a la majorité qui veulent faire des métiers dans l'industrie. Et puis au-delà de ça, on apprend à travailler en entreprise, on apprend des choses qu'on n'apprend pas en lycée général, comme la modélisation 3D, etc. Et c'est vrai que être le seul lycée français qui a l'opportunité de vivre cette expérience, on trouve ça hyper dommage. Oui, alors justement, je reviens un petit peu en arrière. Comment ça se passe? Vous êtes lycéen. Est-ce que ce que vous êtes capable de faire, vous avez créé une technologie en quelques semaines, ça vous l'aviez appris où, comment, finalement? Alors, c'est-à-dire que, en fait, on a une équipe du coup de 25 élèves, comme on vous a dit, à peu près 8 secondes, 8 premières, 8 terminales, et ensuite on a des mentors et des alumni. Donc les alumni, c'est des anciens élèves, exactement. Ouais. Donc moi je suis maintenant alumni. Donc mon objectif, tout comme l'objectif des terminales, c'est d'apprendre aux personnes qui arrivent en seconde comment est-ce qu'on va faire de la CAO, comment est-ce qu'on peut faire de la mécanique, comment est-ce qu'on va usiner, comment est-ce qu'on va programmer. Et du coup, c'est toutes ces compétences qui sont passées. Et aussi, c'est vraiment, on se débrouille puisqu'on n'a pas de cours de conception. Je veux dire, nous, on a les cours habituels de maths, anglais, histoire géo. Donc ici, il faut se débrouiller en allant sur Internet, il faut apprendre par soi-même. Et je trouve que c'est une valeur qui est super importante pour la suite de ses études et pour sa vie, parce qu'on n'aura pas toujours tout qui va nous être donné dans un panier. Oui, même question. Comment ton métier, comment ce métier, tu l'as appris, toi? Du coup, à Robolion, il y a donc les terminales. Moi, quand je suis arrivée en seconde, donc Victor était en première, mais il y avait la génération d'au-dessus, les terminales. Et puis, ils m'ont appris tout ce qu'ils avaient appris eux avant. Et puis, petit à petit, on apprend plus de choses au fil des années à Robolion. Et puis après, on apprend tout ce qu'on a appris en plus au nouveau, etc. Et puis, on accumule du savoir. Et donc, ça c'est génial aussi parce que ça n'a pas vraiment de dimension académique en fait. On est là, on est entre amis finalement et on apprend des choses entre amis et c'est incroyable. On en parlera aujourd'hui avec d'autres invités, des chefs d'entreprise qui seront là, mais c'est pas toujours simple de recruter aujourd'hui du côté de l'industrie. Je pense que déjà ceux qui potentiellement sont concernés, qui vous voient, doivent être heureux aujourd'hui de vous voir. Mais comment est née cette vocation? Vous avez 16 ans, comment cette passion
vous vient et d'où ça vous vient à tous les deux? Bah, je sais que moi, je faisais assez jeune, en fait, je faisais un peu du modélisme automobile, donc j'avais mes petites voitures, enfin les petites voitures télécommandées qui allaient relativement vite. J'ai aussi eu des drones. Et donc, quand je suis arrivé en seconde, j'ai vu cette association et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, je connais pas. Ça peut être que du bonus dans le sens où on apprend des nouvelles choses. Ma sœur l'avait fait aussi 2 ans avant moi. Elle m'a conseillé franchement de le faire. Et je sais que ça m'a apporté beaucoup plus de connaissances. Je peux vous donner juste un petit exemple. L'année dernière, pour un mécanisme, je devais calculer le mouvement cinétique. Il y a 2 jours, en cours de physique, on a revu et on a caractérisé le mouvement cinétique. Et avoir ces compétences et ces connaissances qu'on a avant, ça nous permet de mieux prévoir le futur et d'arriver et d'être plus serein pour la suite. Moi, à l'inverse de Victor, j'étais absolument pas. Je mets pas forcément la robotique avant d'y arriver. Et puis j'avais une vision assez pessimiste de l'industrie, voilà. Et en fait, j'ai vu cette association dans mon lycée. Et j'ai vu surtout, ils faisaient un voyage à Montréal qui était incroyable. Ils étaient tous amis. Et j'ai dit, mais je vais faire ça. Et donc, je suis arrivée. Et là, j'ai vraiment découvert ce que c'était l'industrie, alors que j'avais aucune idée de ce que c'était, ou en tout cas, j'avais une idée fausse. Et quand j'ai découvert ce que c'était réellement, ça m'a juste. Là maintenant, je sais que ma vocation, c'est de travailler dans l'industrie dans le futur. Et justement, c'est quoi l'industrie alors? Ce que tu as vu? Et pourquoi ton regard a changé? Tu as vu quoi? Du coup, j'ai découvert les métiers de SAO, donc de dessin industriel principalement. Et je trouve ça fascinant en fait de dessiner le mécanisme sur l'ordinateur et puis de le voir après en vrai qui fonctionne. Normalement. Et donc, c'est juste, moi, voir prendre vie quelque chose, je trouve ça incroyable. Après, j'ai aussi vu le côté communication, parce que je suis un petit peu aussi à la communication. Donc, je suis allée démarcher des entreprises qui travaillent dans l'industrie, dans les machines industrielles. Ouais. Et donc, c'est quand j'ai découvert tout ce monde qui était à l'inverse de ce que je pensais. Moi, j'avais vraiment l'image des temps modernes de Charlie Chaplin, le travail à la chaîne, les usines avec la fumée, et j'avais pas envie de travailler là-dedans. Et donc quand j'ai découvert l'association, je suis venue pour voir ce groupe de potes incroyable. Je suis venue, j'ai découvert la robotique et j'ai découvert l'industrie et je vais pas la quitter. Vous diriez quoi l'un et l'autre à des plus jeunes que vous, alors plus jeunes que 16 ans, qui justement seraient intéressés et un peu comme, alors plus ton parcours à toi Victor, mais s'intéressent à un drone, s'intéressent un peu de technologie et qui voudraient aller plus loin, mais qui a peut-être l'image qu'avait Pénélope, vous leur diriez quoi? Je pense que je leur dirais que rien n'est impossible dans le sens où il suffit d'avoir une grande dose de motivation, avoir confiance en soi, et on sait qu'on peut apprendre des choses. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, de trouver des milliers de données. On a la chance surtout d'avoir des gens qu'on connaît qui sont dans l'industrie. Il ne faut pas hésiter à donner des conseils, il ne faut pas hésiter à apprendre des choses, à regarder des vidéos, des tutos, etc. C'est vraiment important. Et c'est aussi pour ça que nous, on essaye de partager notre passion. Donc l'objectif, c'est de créer des équipes en France, parce que comme je vous l'ai dit, on est la seule équipe française. Donc à terme, créer des équipes en France pour qu'ils fassent, eux comme nous, ce qu'on a fait avec cette aventure, donc avec Robolion, pour qu'il y ait une compétition aussi à terme qui soit créée en France, et ce qui serait incroyable. Un mot pour... on aimerait vraiment importer tout ce qu'on fait en France, parce que ça se passe principalement aux États-Unis, sur le continent américain. Et donc, si on a l'opportunité, et on va l'avoir, et on est en train de changer les choses à ce niveau-là, on va créer une compétition en France, à Lyon, parce qu'on est lyonnais, mais en France surtout. On va créer un maximum d'équipes en France, parce que ce qu'on vit, c'est une expérience incroyable. Et je sais, moi, je savais qu'avant de la vivre, j'avais une vision hyper pessimiste. Je l'ai vécue, ma vision a complètement changé, et j'aimerais que ce soit le cas de tous les jeunes Français. Et on reparlera de Robolion tout à l'heure. On aura Stéphane Morin qui est l'un des mentors qui sera avec nous. Déjà, je veux bien que vous les applaudissiez. Voilà, nos deux jeunes hommes et femmes, Victor et Pénélope. Et vous allez pouvoir les retrouver si vous voulez discuter. Ils sont présents effectivement ici au niveau de Tribu. J'ai une dernière question pour vous deux. Quand vous avez terminé vos gels douche, vous en faites quoi? Vous jetez le plastique du gel douche ou pas? Oui. Oui. Alors oui, mais j'essaye de le jeter dans les bonnes bennes afin de faire du recyclage, parce que la partie environnementale, c'est aussi important quand même pour le futur. J'ai une deuxième question. Est-ce que vous avez déjà acheté un livre que vous n'avez pas lu? Acheter un livre Que vous n'avez pas lu, que vous n'avez pas ouvert? Oui. Ça arrive. Ah oui. Voilà. Bon, on va en parler. Ça va être le sujet juste après. On va parler d'économie circulaire, de seconde vie avec 900 Care et Recycle Livre. Merci à tous les deux, Victor, Pénélope, pour Robolion, et très belle aventure à venir pour vous. J'ai pas de doute là-dessus. Voilà. À plus tard.